Bonjour à tous. Après quelques petites péripéties techniques, voici donc en différé le BQ21. Le BQ21, la marche des choses ne s'arrêtant point, c'est intéressant de continuer et de filer les informations, les éléments dont nous avons commencé à parler. Introduisons ce BQ, non pas par une annonce commandant, mais par une petite citation d'un certain Viktor Frankl. La vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances, mais uniquement par le manque de sens et de but ou d'utilité. Purpose en anglais. Je ne sais pas quelle était la version initiale allemande, mais Viktor Frankl, dont Wikipédia nous annonce qu'il s'agissait d'un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie. Frankl, c'est juif ashkénaze, mais la citation est très bonne, la citation est intéressante. Donc en effet, il faut trouver un but dans la vie, il faut trouver un but et surtout une utilité, évidemment. Je voulais également signaler un documentaire en fait qu'on m'a signalé en lien avec un BQ dont j'avais parlé. Un BQ dont j'avais parlé, le documentaire en lui-même s'appelle Mac Mafia. J'avais parlé du livre Mac Mafia qui justement était était un excellent livre, Est-ce que le visuel est bien partagé? Ouais, je crois que c'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà, donc Mafia, documentaire, un livre de 2009-13, hein, c'est sans doute le meilleur témoignage, à ma connaissance en tout cas, de ce qu'il s'est passé durant l'effondrement des pays de l'Est et la façon dont la criminalité transnationale, dont les mafias ont remplacé les États défaillants. Et ce n'est pas du tout un hasard, ça fait 5 siècles que l'internationalisme financier de fait ramollit les États en faisant alliance avec les différents crimes organisés possibles, pour ne pas dire de fait que la finance internationaliste est de fait quasiment à partie liée avec la mafia quand elle n'est pas fusionnée, quand elle n'est pas plus ou moins... C'est plus ou moins évident dans l'histoire, mais parfois c'est plus évident qu'à d'autres moments. Et en l'occurrence, dans ce qui s'est passé en Europe de l'Est, c'est vraiment quelque chose d'évident. Et on le voit également dans, par exemple, la démolition d'un autre État comme le Mexique, dont j'ai déjà parlé. Nous revoilà. À présent, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de quelque chose de particulièrement intéressant. Partager cet onglet. Est-ce que j'ai bien le partage de cet onglet en temps réel? Oui, j'espère qu'il y a le son. Écoutez bien, alors là, le sujet. Maintenant, nous passons avec transition à un sujet qui se déploie aujourd'hui à l'ONU et à l'opposition de la Russie au pacte pour l'avenir de l'ONU. Au pacte pour l'avenir de l'ONU, c'est quelque chose de significatif, de particulièrement intéressant. On va d'abord présenter cette histoire de pacte pour l'avenir de l'ONU pour illustrer ensuite ce que j'ai dit sur mon X, que nous voyons là, lorsque j'ai parlé dans le BQ17 de l'utilisation fallacieuse du mot multilatéralisme depuis septembre 2017. Depuis septembre 2017, avec le discours de Macron à l'AGNU, à l'Assemblée générale des Nations unies, lorsque Macron, soudain, avait fait sienne la rhétorique du multilatéralisme opposé à l'unilatéralisme. En fait, c'est à ce moment-là que le mot multilatéralisme a remplacé de fait l'expression nouvel ordre mondial et que anciennement les États-Unis qui promouvaient, qui étaient le bras armé du nouvel ordre mondial depuis 1991, le discours de George Bush senior sur le nouvel ordre mondial, puis en 92, on a également Biden qui se fend d'un article pour dire comment j'ai appris à aimer le nouvel ordre mondial. Je crois que c'était dans le Los Angeles Times à l'époque. Je vous ressortirai éventuellement la référence, mais c'est vraiment, ce sont des sources mythiques. Des sources mythiques et des agencements en fait bipartisans en fait au service d'une seule vision états-unienne des États-Unis, c'est-à-dire de bras armés du mondialisme, à l'époque où les États-Unis étaient l'unique superpuissance contre le reste du monde globalement, enfin l'unique superpuissance amenée à guider le reste du monde entier vers le nouvel ordre mondial. Et ça, c'était jusqu'à l'ère Trump, c'était jusqu'en 2016-2017, où soudainement les États-Unis se sont dit on est en train de s'épuiser à servir le nouvel ordre mondial, alors que les États-Unis sont déliquescents à force d'interventions militaires, à force de goinfrer Wall Street, il y avait un vrai problème. Et lorsque Trump s'est dit tout d'un coup, s'est mis à contester la Fed, s'est mis à dire qu'on va ramener les emplois américains à la maison, s'est mis à dire que les guerres illégitimes de l'époque George Bush, Obama et même Clinton, c'était, et Bush père évidemment, l'architecte
l'auteur du discours sur le nouvel ordre mondial, eh bien, ça épuisait les États-Unis. Et donc, à partir du moment où Trump n'a plus voulu servir de bras armé du mondialisme, soudainement, tous les agents d'influence de l'Occident se sont dit « Oh là là, Trump, il fait de l'unilatéralisme », alors que Trump faisait juste de la souveraineté nationale, justement, mais par opposition à ce consensus international du nouvel ordre mondial en faveur de la guerre. Et là, c'était une inversion des mots. C'est-à-dire que soudainement, le retour au droit international, le retour à une logique où les États-Unis n'auraient pas été le gendarme du monde, était vu comme du soi-disant unilatéralisme américain, face à ce qui soudain s'appelait le multilatéralisme, alors qu'en fait c'était le nouvel ordre mondial. De fait, les États-Unis de Trump étaient soudainement déclarés comme traîtres au nouvel ordre mondial parce qu'ils refusaient d'en être le bras armé. C'était une nouveauté. Et c'est ce qui est autorisé soudain des roquets comme Macron, notre regrettable président, à dire en septembre 2017 que, en fait, l'unilatéralisme, c'était très mal, alors que le multilatéralisme, c'était très bien. L'unilatéralisme, en fait, c'était la requalification de l'opposition de Trump à servir en tant que président états-unien de bras armé au mondialisme. Et ça, c'est quelque chose qui était finot à l'époque, parce que jusqu'alors, je l'avais dit, à la Wehrkunde de Munich 2005, 2006, 2007, Poutine n'arrêtait pas de demander à l'Occident la multipolarité, par opposition à cet unilatéralisme musculaire des États-Unis qui s'est appelé le nouvel ordre mondial, duquel les États-Unis étaient le bras armé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, septembre 2017, on avait soudainement ce basculement des éléments de langage. Le nouvel ordre mondial est devenu le multilatéralisme, et l'ancienne multipolarité, on oubliait que c'était Vladimir Poutine qui, jusqu'à présent, la promouvait. Auparavant, on lui refusait cette multipolarité au nom justement du nouvel ordre mondial inavoué, malhonnête, et soudainement, parce que Trump avait mis un coup d'arrêt à cette utilisation des États-Unis par le nouvel ordre mondial, eh bien soudainement, c'était les autres qui prenaient le relais en se prétendant les chantres du soi-disant multilatéralisme. Donc ça, c'était l'élément qu'il fallait avoir à l'esprit pour comprendre l'inversion des éléments de langage qui n'avaient que très peu été comprises à l'époque, mais c'est vraiment quelque chose de notable. Et regardez à présent sur le site des Nations Unies. J'espère que le montage est bien fait, j'espère que vous avez... Ah oui, non, c'est là, d'accord. Ok, auparavant, il n'y avait pas le partage de StreamYard. Ok, donc regardez le pacte pour l'avenir. On nous explique que c'est un pacte négocié au niveau intergouvernemental et orienté vers l'action. Intergouvernemental, donc les gouvernements qui négocient ça entre eux. Alors que dans la réalité, ce sont des opérateurs derrière les gouvernements qui leur proposent ces choses-là, et les gouvernements n'ont plus qu'à les endosser. C'est ce que disait à l'époque le comte de Saint-Aulaire dans Genève contre la paix, un livre très rare, lorsqu'un diplomate français de l'époque racontait, à l'occasion de la SDN, la façon dont l'ancien droit international a été remplacé par un faux droit international contrefait, mondialiste en vérité, dans lequel les diplomates soudain n'écrivaient plus les textes, mais se les voyaient imposer. Les textes avaient été déjà négociés par des gens dans les coulisses et on ne savait pas trop qui étaient ces gens. Mais les diplomates, ça les arrangeait bien finalement quand ils étaient mous parce que, de fait, ils n'avaient plus à prendre leurs responsabilités au nom de leurs États. Et ça, c'est la diplomatie mondialiste, c'est-à-dire une fausse diplomatie intergouvernementale dont, en réalité, la trame est voulue par à l'époque, le comte de Saint-Aulaire disait clairement la finance anglo-américaine ou les firmes multinationales aujourd'hui, concrètement Davos. Et en fait, l'ONU devient la courroie de transmission de ce mondialisme de Davos, des FMN, par opposition à l'ancienne diplomatie. Donc, l'ONU nous explique que ce nouveau pacte de l'ONU, c'est formidable, c'est le nouveau pacte pour l'avenir. J'espère qu'il y a bien le partage. Le sommet de l'avenir de septembre 2024 aboutira à un pacte pour l'avenir négocié au niveau intergouvernemental et orienté vers l'action, avec des chapitres sur le développement durable et le financement du développement, la paix et la sécurité internationale, la science, la technologie, l'innovation, la coopération numérique, les jeunes, les générations futures et la transformation de la gouvernance mondiale. Ça pourrait être vaguement valable dans un contexte où ça serait l'ONU qui s'actualiserait pour ne plus être uniquement, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, pour ne plus être totalement la résultante du pouvoir de 1945, l'époque à laquelle fut créée l'ONU. Rappelez-vous que l'ONU fut d'ailleurs créée sur un terrain cédé gracieusement par les Rockefeller, d'ailleurs.
Le site toujours de l'ONU nous dit que le sommet pour l'avenir aboutira également à un pacte numérique mondial et à une déclaration sur les générations futures, résolution 76-67, qui seront annexées au pacte. C'est formidable, c'est de la belle diplomatie de façade. Partager cet onglet, est-ce que l'onglet est bien visible? Oui, a priori, c'est bien visible, formidable. L'autre onglet nous explique que donc site toujours du pacte mondial Réseau France, les Nations Unies adoptent un pacte pour l'avenir. Voilà le descriptif du pacte. Il nous explique en substance donc les mêmes grands enjeux dont je parlais. Ils nous ont parlé là du fait que ce dimanche, nous étions donc, c'était à l'occasion du 23 septembre 2024, donc le dimanche 22 septembre 2024, nous avons eu donc les dirigeants mondiaux qui se sont réunis au siège de l'ONU, à l'occasion d'ailleurs des discours, à l'occasion donc d'un sommet de l'avenir, d'un soi-disant sommet de l'avenir qui vise à repenser le système multilatéral pour répondre aux défis globaux. Le point culminant de cette rencontre a été l'adoption unanime du pacte pour l'avenir, accompagné de 2 annexes clés, le pacte numérique mondial, la déclaration sur les générations futures dont nous parlions à l'instant. Les grands engagements du pacte pour l'avenir, c'est donc un nouveau cadre pour l'avenir, les États membres se sont engagés sur plusieurs fronts. Donner un élan, premièrement, donner un nouvel élan aux objectifs du développement durable, les ODD, et à l'accord de Paris sur le climat, 2 accords historiques de 2015 qui ont connu des progrès hésitants et des échéances ratées. Deuxièmement, mener la transition vers une économie plus juste et plus équitable en abandonnant les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques et accélérer les actions au cours de cette décennie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ça, c'est le grand rêve néo-malthusien des années 1970, mais l'ONU, aujourd'hui, s'en fait le chantre, donc à base d'éoliennes et de technologies qui ne marchent pas, pour, au final, amener les prolétaires à s'autodétruire. Ça serait la lecture derrière, en fait, la lecture derrière les jolis mots ici. En fait, on reviendra sur Greta et compagnie, mais c'est une logique de désinvestissement dans les combustibles fossiles, mais sans pour autant les remplacer par des combustibles bien plus durables. Alors que dans le même temps, la France s'est défaussée de Astrid, et nous avons vu que c'est Bill Gates qui a récupéré Astrid. Ça, c'est un gros problème. Troisième objectif, écouter les jeunes et les inclure dans la prise de décision au niveau national et mondial. C'est vrai que Greta, grande spécialiste du climat, c'est merveilleux. Numéro 4, établir des partenariats plus solides avec la société civile, le secteur privé, les autorités locales et régionales. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé dont on a vu depuis le Covid que c'est un peu lui qui régit. C'est un peu le mondialisme à la Davos dont l'ONU se fait le chantre. Objectif numéro 5, redoubler d'efforts pour construire et maintenir des sociétés pacifiques, inclusives et justes et s'attaquer aux causes profondes des conflits. Alors, inclusive, là on est dans la rhétorique à la Soros, c'est merveilleux. Et les causes profondes des conflits, c'est pas comme si l'ONU avait été complètement phagocytée par les intérêts qui avaient voulu la guerre de Syrie depuis 2011, puis la guerre d'Ukraine récemment. Les causes profondes des conflits, en aucun cas l'ONU réellement ne s'y adresse au sens anglais, ne s'y oppose. Ça, c'est un dévoiement de l'ONU, un dévoiement de cet idéal qui pouvait se justifier au sein de l'ONU. Mais en fait, dès le début, l'ONU était mondialiste, c'est-à-dire le mondialisme du secteur privé à la Davos. Et c'était absolument notable à l'époque, c'était, comment il s'appelait ? On avait, concernant la guerre de Syrie, c'était Thierry Messiaen qu'en avait parlé, l'ONU s'était complètement faite complice de la guerre de Syrie, parce qu'elle avait été phagocytée par des intérêts mondialistes ou notamment pro-israéliens. N'empêche qu'on voit que depuis 2015, la Russie a fait changer une partie de ce mondialisme-là. N'empêche qu'on voit que les luttes d'influence sont encore à l'œuvre et que l'ONU, de fait, est toujours le creuset de cette suite du mondialisme qui professe, comme on le dit, une expression allemande, prêche l'eau pour boire le vin, qui prêche la société inclusive, la prévention des conflits, le développement durable, alors qu'en fait, on le fait d'une certaine façon qui est celle du mondialisme de Davos, c'est-à-dire que les peuples seront de plus en plus poignés, il y aura donc une humanité à 2 vitesses, c'est absolument net, c'est même très malsain en fait. Puis après, il nous explique, donc objectif numéro 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, protéger tous les civils dans les conflits armés. Oui, bien sûr, on voit bien comme ça se passe bien en Syrie, à Gaza, en Irak, en Ukraine, oui. Qui crée les guerres? L'ONU en aucun cas n'arrête les guerres, en aucun cas n'est le chantre de la prévention de ces conflits-là. C'est dramatique, mais c'est vraiment ce à quoi nous assistons aujourd'hui, depuis des années. Et l'objectif numéro 7, accélérer la mise en œuvre des engagements sur les femmes, la paix et la sécurité. Là, on est pareil dans la logique du FEM, de Davos. Tout cela, c'est très bien.
ça serait très juste, ça sonne très bien, c'est très mignon. Mais on a vu que la logique à la Davos, avec le Forum économique mondial pour les femmes, le Women Forum, en fait, c'est tout simplement emmener les femmes à la remorque, choisir les femmes les plus arrivistes pour qu'elles servent les objectifs de Davos, de préférence contre, notamment d'ailleurs en les dressant contre les hommes qui pourraient avoir cette lucidité diplomatique. En fait, c'est toujours d'agiter la moitié de la société contre une autre, contre l'autre moitié, afin de faire en sorte que les moins lucides et les moins expérimentés quant à la logique subversive du mondialisme soient en mesure, soient dressés contre ceux qui sont le plus expérimentés dans la compréhension de ces phénomènes-là. On ajoute du sexisme, on ajoute des clivages artificiels, alors qu'on ne devrait pas forcément entendre parler de ce... C'est pas sous cet angle-là que devrait être mené le combat des femmes, en l'occurrence. Non pas le combat des femmes, le combat avant tout pour la civilisation, parce que le vrai sujet, c'est la civilisation. Il y a un lien exact entre le respect des femmes et le degré de civilisation. N'empêche qu'une corrélation, j'entends. N'empêche que là, la logique du Women Forum, c'était au contraire, c'était de promouvoir les femmes. En fait, de gros financiers spéculateurs promeuvent les femmes contre les hommes quand les hommes sont trop mous en faveur du mondialisme. Ça, c'est ce qu'on ne dira pas. Et c'est la dangerosité, le double langage orwellien de ce genre de mondialisme. Concernant ce pacte, après le pacte numérique mondial, on n'en a pas dit grand-chose. Une gouvernance éthique de la technologie, le pacte numérique mondial, soi-disant, c'est merveilleux. En fait, c'est le forum. Avant même de lire, on sait déjà que c'est ce que Davos fait. C'est-à-dire que Davos donne des objectifs numériques qu'il sous-traite aux GAFAM, et en trouvant ça formidable. Annexé donc au pacte pour l'avenir, le pacte numérique mondial constitue le premier accord international majeur sur la régulation de l'intelligence artificielle. Il appelle à une utilisation éthique et équitable de la technologie en garantissant que l'IA bénéficie à l'ensemble de l'humanité et non à une poignée de nations ou d'acteurs privés. Les mots sont merveilleux, là, on y croirait presque. L'accord promeut des collaborations pour renforcer les capacités des pays en développement en matière de technologie. Il prévoit également la création d'un groupe scientifique mondial sur l'IA, indépendant et impartial, afin de superviser les avancées et les risques liés à cette technologie. Tout ça, c'est vraiment une prise de conscience merveilleuse sur le papier. Sauf que cela fait des années que l'ONU délégitime les efforts d'une part, il y aurait des choses à comprendre, d'une part les GAFA, d'autre part la prévention des conflits. Ça fait des années que l'ONU est totalement impuissante pour empêcher, par exemple, la guerre autour de la RDC pour les métaux stratégiques, à partir desquels l'intelligence artificielle est possible. Le cobalt, nous avons un certain nombre d'impuissances juxtaposées qui aboutissent à une surpuissance des GAFAM avec des complicités. C'est ce que le magistrat Jean de Maillard appelait l'économie trafiquante. Et c'est ce que Pierre Péan rappelait en 2011, La République des mallettes, quand il disait que tous les États ne jouent pas le même jeu. C'est également quand je parlais de Mac Mafia tout à l'heure. Les États ne jouent pas le même jeu dans la prévention de ce risque technologique, de ces mafias transnationales qui sont unies avec, globalement, les grandes firmes multinationales, parce que certains États les utilisent contre d'autres États. Typiquement la RDC, typiquement la Russie, par exemple. Deux bons exemples. Donc là, nous avons vraiment une belle déclaration d'intention, parce que l'intelligence artificielle, en effet, est trop précieuse pour être laissée uniquement entre des mains privées. N'empêche que ce qui va se passer, c'est que l'organisation de la surpuissance, par exemple, d'Amazon, Amazon Web Services, ou de la surpuissance donc des GAFAM, et de cette façon-là, à aucun moment l'ONU ne s'oppose à cela. L'ONU, au contraire, se fait le relais de ces GAFAM dans toute la supervision de leur programme. Également, le Forum mondial économique fait exactement la même chose. Davos, là, pour le coup, en est le moteur. C'est comme si l'ONU devenait simplement la courroie de transmission de Davos dans les intentions davosiennes. C'est absolument net pour qui regarde un peu les arrière-plans, les arrière-plans. Parce que toutes les logiques de soi-disant contrôle, là, ce sont des belles formules diplomatiques, mais en réalité, ça sera sous-traité à du privé. Et le problème étant que le privé, par définition, ne sert qu'à faire du profit. En soi, ce n'est pas un problème, mais tout ce qui relève du service public, c'est-à-dire de tout ce qui est télécommunications, infrastructures, transport et compagnie, lorsque c'est mis entre des mains privées, le privé voudra faire de la plus-value là-dessus. Ça veut dire qu'on délégitime toujours les États et qu'on fait comme si là, les choses allaient bien se passer, alors que tout est orienté de façon à ce que les États ne soient plus que des coquilles vides, dont le seul but est de poigner les peuples d'une façon qui aboutit donc à ce que, à aucun moment, la puissance des GAFAM ne soit vraiment remise en cause. Là, nous n'avons que des déclarations d'intention, nous n'avons que des régulations, et on sait déjà que la suite, ça sera laissé, en fait, au bon vouloir de chacun,
et avec des chartes d'éthique, de bonne retenue, etc. Mais sachant qu'il y a en plus un énorme enjeu de souveraineté derrière, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment un enjeu de souveraineté stratégique aujourd'hui. Et que de fait, on se retrouve avec l'IA, comme à l'époque du nucléaire ou autre, c'est que les nouvelles technologies qui peuvent potentiellement servir à la puissance des États, c'est délicat de les réguler comme ça, parce qu'il va y avoir d'un côté Davos qui tire les choses dans un sens, et de l'autre côté des États comme la Chine qui veulent surtout ne pas se laisser distancer, et même les Chinois, en fait, ont fait cette hybridation qui a été ratée en Occident entre l'État public et les groupes privés. N'empêche que cet outil technologique né d'une hybridation, celle précisément que nous ne faisons plus correctement aujourd'hui, eh bien, elle pose vraiment problème. Elle est une bonne chose, mais dans le cadre d'un enjeu de puissance d'État contre État, nous avons clairement deux logiques qui s'affrontent, mais les deux logiques sont basées sur de la prédation. J'entends la logique de Davos d'un côté, la logique de la Chine de l'autre. Les deux sont basés potentiellement sur de la prédation. Il n'empêche que le modèle d'hybridation entre État et secteur privé, en tout cas sur les secteurs stratégiques comme ça, est nécessaire par opposition au modèle davosien qui vise les États de leur contenu. Ça veut dire que le rôle de la Chine est dual. La Chine, d'un côté, fait ce qu'un État devrait faire en emmenant à sa remorque les groupes privés qui développent l'IA, là où Davos élude le rôle des États et donne le monopole aux groupes privés, de fait. Des groupes privés qui, par définition, ne penseront pas à l'intérêt général. Toute la question est donc de savoir si de l'autre côté, la Chine va penser l'intérêt général, ou bien si la Chine, globalement, va faire elle également des alliances avec les GAFA d'une autre façon. N'empêche que les déclarations de l'ONU aussi ici ne sont que des déclarations de principe. Voyons à présent la déclaration sur les générations futures, un engagement à long terme. Donc en annexe 2 du pacte, on va parler de la continuité de l'esprit fondateur de l'ONU, soi-disant. Elle exhorte les gouvernements à prendre en compte les impacts à long terme de leurs décisions sur les générations futures. Très bien, fort bien. Rappelons l'objectif de la Charte des Nations Unies afin de protéger les générations futures à venir des atrocités de la guerre. C'est ce que précisément l'ONU n'a pas fait contre la guerre de Syrie, concrètement. Et également contre la guerre d'Ukraine de fait, parce qu'à aucun moment l'ONU n'interroge les logiques privées qui ont créé cette guerre et le phagocytage des États, spécialement des États-Unis, derrière la création de la guerre d'Ukraine. Nous en avions parlé dans un de nos dimanches directs et également dans un BQ sur le financement des guerres qui, de fait, profitent à des groupes privés. On a vraiment un gros enjeu ici. Un gros enjeu, mais l'ONU, de fait, ne se limite qu'à des déclarations d'intention. Moment clé donc pour la communauté internationale, ce sommet de l'avenir, Antonio Guterres l'a souligné, ce qui détermine notre succès ou notre échec n'est pas l'adoption d'accords, mais bien nos actions et leur impact. De fait, oui, là on est vraiment dans du diplomatique bon teint. Il cite également Philémon Yang, président de la 79e AGNU de l'ONU. Le pacte pour l'avenir ne se contente pas de répondre aux crises actuelles, mais pose les bases d'un nouvel ordre pacifique pour tous les pays. Belle déclaration d'intention. Il renforcera les ODD, les objectifs de développement durable, et aidera à développer des sociétés plus inclusives et plus justes. Tout cela, c'est vraiment faire fi de la façon dont l'ONU a été détournée par des néo-malthusiens pour faire obtenir ces objectifs de développement durable. À aucun moment il n'y a eu de coopération, par exemple, pour du nucléaire, solutionnant les anciens problèmes du nucléaire, pour des développements au-delà de la lutte entre les États pour l'accessibilité, l'accession à certaines sources d'énergie ou à du développement de cette nature. Là, on a seulement une déclaration d'intention qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable de l'ONU, tels qu'auparavant l'agenda 2030, auparavant développé. Or, ils sont la courroie de transmission des néo-malthusiens. Donc, gros danger à ce niveau-là. Il est bon d'avoir ça en arrière-plan pour comprendre qu'il y a en fait un duel entre deux logiques totalement opposées de prise en compte du droit international. Là, donc, conclusion d'Antonio Guterres, le pacte pour l'avenir, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures ouvrent la voie à de nouvelles possibilités et opportunités. Ces trois accords historiques marquent un tournant vers un multilatéralisme plus efficace, plus inclusif et fonctionnant plus en réseau. Antonio Guterres, c'est lui, donc fin de citation, il est dans son rôle de SecGen de l'ONU, de secrétaire général de l'ONU, quand il dit cela. N'empêche que le problème est encore une fois que derrière les mêmes mots, on met des choses différentes. Je vous ai parlé au début du multilatéralisme et comme étant aujourd'hui l'ancien nouvel ordre mondial d'hier, mais pourtant le SecGen est dans son rôle quand il emploie ce mot à bon droit. Normalement, le multilatéralisme de l'ONU devrait signifier quelque chose. Simplement, nous l'avions vu utilisé auparavant par Macron et par tous les mondialistes qui justement l'employaient en remplacement du nouvel ordre mondial.
Ça veut dire encore une fois que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Antonio Guterres, quand il parle de multilatéralisme, c'est, on dirait, du vrai multilatéralisme. Sauf que cela fait fi des luttes d'influence derrière, des luttes d'influence qui ont pour but, en fait, qui ont pour but l'enjeu globalement du contrôle massif, méga massif, du monde entier à partir de cénacles comme l'ONU. C'est-à-dire qu'on utilise l'ONU, Davos utilise l'ONU pour faire endosser des décisions qui profitent à Davos. De l'autre côté, on critique la Chine. La Chine comme la Corée s'est développée par des logiques de souveraineté, par des logiques de contrôle étatique des firmes, des firmes GAFA et compagnie, ça ne veut pas dire que la Chine n'est pas historiquement partillée avec Wall Street, comme c'était le cas depuis 73-75. Donc, nous sommes en tout cas dans des luttes d'influence absolument nettes, des luttes d'influence dont globalement nos médias ne rendent pas assez compte, je pense, parce qu'on nous parle uniquement des uns et des autres qui annoncent leurs objectifs. Voyons également ce qu'en donne le site Vie Publique, le site français Vie Publique, donc officiel, qui de fait, on le sait d'avance, ne va faire que retransmettre la version onusienne irénique, en nous parlant donc de qu'est-ce que le pacte pour l'avenir de l'ONU. On va avoir exactement les mêmes éléments de langage, le pacte pour l'avenir, 22-23, sommet 79 à GNU, donc à l'occasion des autres discours dont nous avions déjà parlé. On parle bien d'Antonio Guterres et son multilatéralisme, mobiliser les 193 193 États membres de l'ONU, des objectifs communs pour améliorer la vie des 8 milliards d'êtres sur Terre, alors que c'est la même ONU qui vote le pacte des migrations, c'est-à-dire qui légifère, qui légitime tous les schémas migratoires existants en les encourageant et en les normalisant comme s'ils devaient être la normalité, plutôt que d'être dans de vrais objectifs de développement. Là, ils nous reprennent exactement les 5 thématiques qu'on a évoquées précédemment: transformation de la gouvernance, l'appel à la sécurité internationale, le développement durable, le financement, la science, techno, évolution, coopération numérique, et les jeunes, les générations futures. Donc voilà, rien de surprenant. Et il parle également de la réforme du Conseil de sécurité, évidemment, qui fait partie de la logique. En effet, c'est une époque révolue, puisque ça datait de 1945. L'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, certainement, la réforme du droit de veto, ça, ce sont vraiment ce à quoi toutes les déclarations de principe de l'ONU appellent depuis 20 ans. Non sans raison. Hein. Après, la relance du multilatéralisme, on a vu l'appel à la sécurité, l'engagement de chacun contre les armes nucléaires, les engagements fondamentaux, le respect de la charte des Nations Unies, les missions de la paix. Mais encore une fois, les missions de la paix sont inefficaces. En RDC, ils y sont depuis combien de temps? Ils y sont depuis certainement 30 ans, voire même plus. Donc on nous reprend là les objectifs de la COP28 à Dubaï, on intègre tous les objectifs climatiques, on nous parle de la crise du multilatéralisme, toujours, mais ça va se résoudre. Là, on est dans l'agenda 2030, on est dans tous les agendas de Davos, en fait. À aucun moment, on a une lucidité face à la dualité entre le secteur privé davosien et un vrai objectif public d'intérêt général dont l'ONU devrait être le chantre. On voit qu'aujourd'hui, l'ONU, c'est l'aboutissement de la captation et du détournement des États en Occident par le secteur privé et une volonté de transmettre ça au monde entier. N'empêche que derrière ces rhétoriques-là, beaucoup d'États sont captifs de ces rhétoriques-là, et nous voyons en tout cas qu'il y a des luttes d'influence que je vais illustrer aujourd'hui avec ce qu'en a dit le représentant russe à l'ONU. Et là, c'est intéressant de voir ce que les Russes ont pu en dire. J'espère le retrouver rapidement. Là, j'ai l'impression de ne pas l'avoir sous le nez. Le diplomate russe à l'ONU en a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a dit clairement que la Russie s'opposait finalement à ses objectifs mondialistes avérés, à ses objectifs de contrôle. Le voilà. Écoutez bien, encore une fois, écoutez bien ce que va dire donc ce petit reportage-là, l'utilisation également du multilatéralisme et ce qu'en pensent les Russes. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été relayé chez nous, mais qui est particulièrement intéressant pour comprendre
les luttes d'influence en cours donc à l'ONU. Écoutez bien. Alors, de nouveau, Un climat de est-ce tension qu'on a va entendre le son prévalu là au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir. Une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte, présenté comme un succès du multilatéralisme, est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les États-Unis ont réagi avec force. C'est Anthony Blinken ici qui répond. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Notez ici l'hypocrisie. On parle de multilatéralisme, alors qu'ici on parle des États-Unis qui se sont engagés à, et que le status quo is not an option. Le statu quo n'est pas une option. C'est-à-dire, de fait, qu'on présente quelque chose comme du multilatéralisme, soi-disant, alors qu'en fait, on voit bien que ce sont les États-Unis qui sont en train de tenter d'imposer quelque chose sous le couvert d'un pacte merveilleusement multilatéraliste. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant On se demande un peu ce que le terme révisionnisme va bien faire ici. à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. Et là, ce sont les États-Unis qui se présentent comme défenseurs, grands défenseurs de la Charte. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. De fait, ils sont en train d'accuser les autres que les États-Unis, donc les mauvais, les mauvais c'est toujours en face, c'est toujours les vilains russes ou autres, ils sont en train de les accuser, eux, de vouloir modifier la Charte des Nations Unies, alors que les États-Unis la bafouent largement depuis perpète. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir, mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement. Intéressant, c'est une séquence très intéressante ici, c'est une séquence très intéressante qui aboutit en fait là pour le coup la question de l'aide au développement. Il faudrait rajouter le fait que l'aide au développement en fait depuis les années 70, spécialement depuis les chocs pétroliers, est devenue totalement hypocrite. C'est que en réalité à partir des chocs pétroliers, l'aide au développement s'est inversée. C'est inversé en faveur non plus des pays du Sud mais des pays du Nord. Ça c'est quelque chose qui est peu connu. Peu connu, je reviendrai sur ce sujet-là, mais je pense qu'ici nous avons un certain nombre de questionnements qu'il est intéressant de se poser. Je vais terminer aujourd'hui l'émission. Je vais également juste rajouter quelque chose sur un autre type de multilatéralisme, parce qu'enfin c'est le même en fait. Le rappel non sans raison. Le rappel non sans raison de la part de... Est-ce que nous avons bien l'affichage de l'onglet ? Le rappel du fait que ce mondialisme-là est en droite ligne de celui de 2020, de celui de Davos, celui du Covid. On a ici Christine Anderson qui nous rappelle que les mêmes qui ont fait la promotion du Covid disent maintenant que nous allons tous mourir à cause du climat. Rien de ce qu'ils disent de faire ne sauvera la planète, mais cela abolira la liberté, la démocratie et l'état de droit. Ça sera la conclusion de notre sujet d'aujourd'hui, parce que nous avons donc un mauvais, soi-disant multilatéralisme, qui est le nouvel ordre mondial, en fait remasterisé, renommé, reconditionné, on dirait, dans un nouvel emballage, alors que la logique, c'est un détournement du droit international en faveur d'une société dystopique,
une société dystopique dans laquelle ce sont les firmes multinationales privées qui, par définition, ne recherchent que le profit, qui ont détourné les États à partir de cénacles mondialistes comme Davos pour obtenir leur volonté à partir de leur vision de la façon dont les États doivent mener leur barque. C'est-à-dire que la crise du Covid, c'était clairement eux, en fait. C'était ce qu'ils avaient créé. Et c'est en substance ce que dit ici Christine Anderson. C'est le résumé, je viens de vous en faire le résumé, mais il est vital de comprendre les luttes d'influence et ce que j'appelle un dualisme des mondialismes. Un dualisme des mondialismes, vous retrouvez les autres sources sur mon X. Hein. Là, je veux faire des émissions relativement courtes quand même, parce que l'air de rien, le contenu est un peu dense, mais ce sujet du dualisme au sein des deux mondialismes est vraiment crucial. Vous avez un mondialisme historique qui a été créé artificiellement comme destruction des États-nations. Ça a été une longue période de 5 siècles, ce n'est pas anodin, c'est une volonté constante. Et de l'autre, vous avez une réaction à ce mondialisme-là, de laquelle les BRICS sont les chantres. Sauf que tout le jeu consiste à épuiser les BRICS de toutes les façons possibles, par un mélange de guerre et de crise financière, pour espérer jouer tantôt sur les uns, tantôt sur les autres, pour qu'au final, la tentative de réforme, en tout cas de réaction antimondialiste des BRICS graduellement depuis les années 80-90, eh bien que cette tentative de réaction antimondialiste des BRICS s'abîme dans ce que l'on voit aujourd'hui, dans la guerre d'Ukraine d'un côté, dans une crise économique sous nos yeux en ce moment à Hong Kong. La logique est celle d'un contrôle total et du bridage des États-nations qui tenterait d'opposer une résistance à cette logique de contrôle total. Je pense que ça peut être la conclusion de notre BQ aujourd'hui, mais qu'encore une fois, la messe n'est pas dite, mais nous voyons sous nos yeux des luttes d'influence qui sont tout à fait passionnantes. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain BQ, BQ22, qui filera un peu des sujets que nous avons déjà évoqués. Il y a toujours trop de matériel, il faut que j'agence en fonction du temps, je ne veux pas faire des émissions trop longues. Je vous remercie pour votre attention et merci également de retransmettre ce genre d'analyse. Merci à vous.